Après cette expérience de perte d'autonomie comme elle a eue, à un moment, j'étais très rassurée de savoir qu'elle puisse rentrer chez elle. Et du coup, de ne pas me dire est-ce que je dois l'envoyer en maison de repos ou de retraite. Le patient qui arrive sur le soin de suite et de réadaptation, l'objectif au début du séjour est de lui permettre de regagner son lieu de vie habituel avec une récupération de son autonomie fonctionnelle antérieure. Dans moi-même, je savais que je devais rentrer. Je ne pouvais pas faire autrement, aller ailleurs, c'était pas possible. Si l'on prend l'exemple d'un patient qui arrive sur le SSR dans les suites d'une chute compliquée, d'une fracture du col du fémur, dans un premier temps, l'objectif de soins sera de rééduquer de manière globale cette conséquence fracturaire. Ensuite, on s'efforcera de repérer là où les causes de la chute pour mettre en œuvre un programme de réadaptation, mais également un programme de prévention du risque de récidive de chute. Très bien, demi-tour. Suite à ces ateliers, souvent la peur de chuter a diminué. Elle n'a pas disparu, puisque liée à l'âge et à différents paramètres, la personne a toujours cette appréhension, mais elle est rassurée. Et quelqu'un qui est rassuré, c'est quelqu'un qui va mieux se débrouiller dans les activités de la vie quotidienne, qui va se prendre plus facilement en charge, qui va ressortir et avoir confiance en elle. Je croyais très honnêtement que je ne pourrais plus marcher. Et ça, c'est difficile. Je crois que ça lui a fait prendre conscience des efforts qu'il pouvait faire et qu'il était encore capable de maîtriser des difficultés importantes. Le séjour de 2 mois à Corian m'a permis de me remettre en état normal et à être à nouveau moi. Autrement, je crois que j'aurais traîné mes 80 ans. Donc on s'arrête là, vous regardez à droite et à gauche. C'est cette confiance qu'on a besoin de leur redonner. Et la confiance levée, ils sont capables de faire des activités de la vie quotidienne, car en faisant ces activités de la vie quotidienne, ils se prennent en charge, et ils sont acteurs de leur rééducation au quotidien. De savoir qu'elle est bien chez elle, qu'elle peut refaire ses petites habitudes, aller chercher son pain, faire son petit tour, ça m'a soulagée de savoir qu'elle peut continuer à vivre toute seule, qu'elle soit autonome dans son appartement. Oui, c'est très important de pouvoir me retrouver chez moi sans être assise toute une journée à attendre que le temps passe. C'est bien, t'es partie te promener? Oui. Aujourd'hui, je trouve intéressant, avec toutes les nouvelles technologies comme la e-santé, de pouvoir optimiser cette démarche de prévention. Et toutes les innovations telles que la e-médecine, la robotique, permettent d'envisager ce vieillissement avec le moins d'incapacité possible, avec beaucoup d'optimisme. Oui, je crois qu'on peut vraiment applaudir ces très très beaux films. Alors Hélène Poussy, je vais lui demander de me rejoindre. Et puis avec elle, donc Daniel Réguet, qui est professeur de sociologie, Frédéric Roulier, Sylvie Soilia, Estelle Travers, et je te laisse. Sylvie Soilia. Docteur Blanchère, vous allez aussi nous rejoindre aujourd'hui, puisque sur le programme était indiqué Docteur Collet-Vételé, qui malheureusement n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Docteur Blanchère nous fait le plaisir de la remplacer au pied levé. Donc dans le film qu'on vient de voir, il y a énormément de points qui pourraient être abordés et qui pourraient être développés. Malheureusement, nous n'avons pas 3 semaines devant nous. Donc on va essayer au travers de différents angles de discuter de ce qui peut permettre aujourd'hui aux aînés de conserver leur pouvoir de décision et surtout leur parole, écouter leur parole. Dans le film, on entend ce monsieur qui dit « j'ai pu rester moi, je suis redevenu moi ». Et c'était très important. Et il y a un propos de Madame Jacquet qui disait dans ce film il n'était pas possible pour moi de faire autrement, d'aller ailleurs. Et quand on dit rester acteur de sa vie, je décide, moi il y a quelque chose qui m'intrigue quand même, c'est que de partir de ce postulat, ça implique qu'avec le vieillissement, on change de statut, puisqu'il faut rester, ça veut dire qu'on n'est plus. Alors, est-ce que ça veut dire que les droits
des personnes vieillissantes, des personnes âgées, sont différentes de celles des adultes. Et forcément, pour répondre à cette question, Madame Frédérique Roulier, je vais m'adresser à vous. Vous êtes juriste, spécialiste des droits, vous êtes formatrice, vous intervenez aussi beaucoup dans les comités éthiques. Donc ma première question, elle s'adresse à vous. Est-ce que les droits des aînés sont différents des autres ? Oui, alors merci. Juste une petite précision, je ne suis pas spécialiste des droits. Du champ du secteur social, médico-social et sanitaire. J'essaie de faire ça, c'est déjà beaucoup. Voilà. Ensuite, pour répondre à votre question, est-ce que les droits des aînés sont différents des autres ? Ben non, bien sûr que non. Il a été dit ce matin à plusieurs reprises qu'on est citoyen, et c'est M. Guérin en dernier lieu, je crois qu'il l'a rappelé, on est citoyen jusqu'au bout de sa vie et voilà, il n'y a pas d'âge à partir duquel on ne serait plus en capacité, a priori, je dis bien a priori, d'être acteur de sa vie et de ses décisions. Et si je dis que ces droits des personnes âgées sont les mêmes, c'est aussi sur le fondement d'un texte légal, c'est ça les juristes, ça renvoie à des textes, et en l'occurrence la loi de 2002 sur le droit des usagers, rénovation de l'action sociale et médico-sociale, a repris un certain nombre, a réaffirmé plutôt, un certain nombre de droits fondamentaux qui sont reconnus à toutes les personnes qui sont accompagnées ou accueillies dans des services sociaux ou par des services sociaux médico-sociaux, que ce soit en EHPAD, en résidence, que ce soit à leur domicile. Et je ne vais pas vous faire ni la lecture, ni vous réciter la loi, mais juste quelques points qui sont absolument fondamentaux. Toute personne, tout usager du secteur, et donc aussi les aînés, ont droit au respect de droits fondamentaux que sont le droit au respect de leur dignité, de leur intégrité, de leur vie privée, de leur intimité, de leur sécurité. Et depuis la loi SV, donc adaptation de la société au vieillissement en décembre 2015, il a été inséré un droit supplémentaire, mais qui est universel et qui est propre à chacun d'entre nous du fait de sa qualité d'humain, c'est le droit au respect de la liberté d'aller et venir. Et le droit au respect de la liberté d'aller et venir, qui vient juste après le droit à la sécurité, il y a quelque chose qui est parfois un peu antinomique, ou qui peut, a priori, paraître antinomique. Et là, on vient faire la balance entre la sécurité, la liberté, et les acceptions des uns et des autres, des soignants, des familles, des professionnels, sont pas toujours les mêmes, mais c'est une question, ça, de la préservation des droits fondamentaux des personnes, mais âgées, mais comme des tout petits, enfin voilà, de tout un chacun, qui est absolument fondamentale et qui se pose encore une fois aussi bien quand on est à son domicile, mais vous en parlerez mieux que moi, mais est-ce que, par exemple, une famille peut décider qu'une personne âgée n'accédera plus à sa cuisine dans son domicile, maintien à domicile, oui, mais c'est un petit peu dangereux. Alors, pas la cuisine parce que, voilà, il y a un certain nombre de dangers qui s'y trouvent, pas l'escalier pour monter à l'étage ou descendre à la cave parce qu'il y a un risque de chute. Voilà, donc on est souvent à la croisée de ces deux chemins-là, la sécurité, la liberté, mais c'est très important de se dire que les personnes âgées ont les mêmes droits que tous les autres, sauf éventuellement si on a une mesure de protection, mais quand bien même quand il y a une mesure de protection et même une mesure de tutelle, le consentement de la personne et l'association de la personne doit systématiquement être recherché dans la mesure de ses capacités. Ce qui veut dire que si on recherche le consentement de la personne au quotidien, qu'est-ce qui va nous permettre, qu'est-ce qu'on a comme outil aujourd'hui de manière générale pour pouvoir recueillir les attentes et besoins, le consentement, la parole en fait de l'usager qui est là? La parole de l'usager, de toute façon, on est obligé légalement, mais on est évidemment non pas obligé, mais dans une démarche de participation et de recherche de son adhésion. On ne fait pas pour l'usager, on fait avec lui. On ne fait pas pour la personne âgée, on fait avec elle. Et c'est les témoignages qui ont été ce matin dressés, c'est que
enfin, je veux dire, il y a eu une grosse évolution législative et sociétale par rapport à ça, et que ce soit dans le médico-social, mais dans le sanitaire aussi, on a une grosse évolution qui tente à faire qu'on cesse de penser à la place d'eux, et on revient aux fondements légaux qui sont, qu'est-ce que veut la personne ? Mais qu'elle soit mineure, qu'elle soit majeure, qu'elle soit sous mesure de protection, voilà. Et tout l'accompagnement, et ça notamment dans la notion du care, et pas du cure, mais du cure aussi, mais surtout du care, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec vous, et voilà. Et ça va se déployer aussi bien dans les outils que les établissements et services peuvent mettre en place sur des attentes globales dans les établissements, donc au niveau des conseils de la vie sociale par exemple, au niveau des enquêtes de satisfaction qui peuvent être réalisées, et puis après il y a des choses un peu plus fines qui peuvent être mises en place, mais on y reviendra avec des outils propres à chaque individu. Des outils propres à chaque individu, oui, d'accord, et recueillir leurs attentes. Ouais. Ouais. Vous pensez à des choses en particulier ? Eh ben oui. D'accord, je vais vous dire à quoi je pense alors. Je pense... c'est une réponse qu'en tant que psychologue, j'adore. Oui, mais c'est-à-dire... vous avez le temps ? Moi, je l'ai. Non, mais trêve de plaisanterie, les outils qui sont absolument fondamentaux, c'est les contrats de séjour ou les documents individuels de prise en charge. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de droit en 2 minutes, mais suivant qu'on est hébergé ou pas hébergé, c'est pas le même outil. Mais si vous voulez, c'est l'outil contractuel qui va entre un service au domicile ou en établissement, entre ce service, cet établissement et la personne qui décide de venir. Et comme ça a pu être dit dans le film, Madame Bacon disait on recherche un minimum de consentement, voire un maximum, mais il faut qu'il y ait un contrat un contrat moral, un contrat aussi bien sûr, mais juridiquement, on a cette notion contractuelle et le contrat, il doit être individualisé et il sera ensuite, bien sûr, repris, détaillé dans le projet, comme disait Monsieur Demoron, c'est parfois de projet de vie individualisé, PAP, peu importe le terme qu'on lui donne, ce sera ensuite affiné, mais c'est d'ores et déjà contractualisé. Ça, c'est un outil qui est... indispensable. Indispensable, bien sûr, obligatoire, et qui est le support de la relation entre les deux parties. Après, la question avec les personnes âgées, c'est de savoir qui va signer le contrat, et la question de, bien sûr, la place de la famille, qui est tout à fait légitime, nécessaire. Enfin, ça, tout le monde est évidemment d'accord pour cela. Mais les juristes, là, ils ont un petit problème à ce niveau-là, parce que la famille, elle n'est pas représentante légale. Et qu'en est-il de ce contrat qui n'est peut-être pas complètement valable ? Voilà. D'accord. Merci. Ce qui va m'amener à une autre question justement sur ces outils dans les établissements. Donc Sylvie Soilia, vous êtes animatrice sur un EHPAD à Ouistreham, Corrientes-à-Lata. Comment vous faites-vous au quotidien pour faire vivre ces outils dont on vient de parler ? Eh bien justement, on en parle, ces outils. Et les résidents alors ? Est-ce qu'ils les adoptent, ces outils ? Comme on le sait, depuis ces dernières années, la perte d'autonomie ne cesse de s'accroître et notre public entrant est de plus en plus dépendant d'une très grande fragilité. D'abord, est-ce qu'ils connaissent réellement leurs droits ? Est-ce qu'ils sont en mesure de se retrouver dans la complexité de leur contrat de séjour ? Est-ce qu'ils ont envie de s'investir dans un conseil de la vie sociale, de parler au nom des résidents en tant que représentants ? Et puis, les enquêtes de satisfaction, réellement, pensez-vous qu'elles sont représentatives de la réalité ? Quand on interroge peut-être que 50% de la population, parce que les autres ne sont pas en mesure de le faire, les commissions animation, les commissions restauration, les commissions menus, est-ce que les résidents dans tout ça, ils s'y retrouvent ? C'est une bonne question. Ces outils, finalement, ils sont peut-être trop protocolaires. Est-ce qu'on ne leur impose pas notre façon de penser ? Alors réellement, d'après vous, qu'est-ce qui peut se passer en EHPAD ? Qu'est-ce qui est important ? Est-ce qu'on ne doit pas revenir à l'essentiel, au b.a.-ba ? Alors ce serait quoi votre b.a.-ba ? Le b.a.-ba, c'est prendre le temps. C'est prendre le temps, aller communiquer, aller en l'encontre des résidents, les écouter, leur donner un petit moment,
recueillir petit à petit toutes ces petites histoires de vie qui les ont créées, qui les ont emmenés jusqu'ici. Il faut les accompagner dans les doutes, les joies, mais aussi les difficultés, ça c'est important. Et puis, quand tout ça arrive à se mettre en place, ce qui est très important, c'est de pouvoir gagner leur confiance. Gagner leur confiance. Quand on gagne la confiance d'un résident, on devient complice avec lui. Et il se confie. Ça doit prendre du temps, ça. Ouais, ça prend beaucoup de temps. Mais il faut leur redonner une place dans la structure. Une place qui, parfois, justement, a peut-être été mise un petit peu de côté. C'est le considérer, tout simplement. C'est un travail d'équipe pluridisciplinaire qui prend beaucoup, beaucoup de temps et qui s'enrichira tout au long de la vie, tout au long du séjour du résident dans la structure. Un séjour qui se ponctuera, bien sûr, avec comme objectif de l'accompagner le plus dignement possible. Et toutes ces richesses qu'on aura récupérées, tous ces mots, toutes ces histoires de vie qu'on aura tracées, eh ben, elle servira aussi à créer son projet personnalisé et à l'accompagner le plus dignement possible. Pour en avoir discuté à plusieurs reprises avec vous, il me semble que justement dans votre façon de faire et ce temps que vous passez auprès des résidents dans l'établissement, vous avez pu recueillir des attentes, des besoins, des envies qui ne seraient peut-être pas sorties autrement. Est-ce que vous voulez bien nous raconter un peu ? Parce que je pense que ça va en intéresser plus d'un. Oui. Alors, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est vrai que pour moi, rien n'est impossible. On peut tout mettre en place à partir du moment où on prend le temps, où on y met les moyens humains, les moyens matériels. Rien n'est impossible. Alors, je prendrai tout simplement cette histoire d'une personne qui, lors d'une après-midi festive, au moment de carnaval, regarder un spectacle de cirque avec une association de la commune qui était venue présenter des jeunes qui évoluaient sur des agrès tels qu'une boule, tels qu'un monocycle ou un fil de funambule. Je revois cette dame qui souriait, qui, avec ses grands yeux, regardait et s'émerveillait de toutes ces prouesses. Et puis, dans un moment de folie, qui dit « Waouh, de toute façon, ça ne doit pas être bien compliqué de marcher sur un fil de funambule. » Elle avait quel âge ? Cette dame, elle avait 92 ans. Avec les responsables de l'association de cirque, les moniteurs, nous sommes allés trouver cette dame, nous l'avons accompagnée sur la première plateforme et nous l'avons accompagnée jusqu'au bout du fil du funambule, c'est-à-dire, je pense à peu près une dizaine de mètres jusqu'à la deuxième plateforme à une hauteur de 1 mètre. Nous avons vu, soutenue par l'équipe, assurée par l'équipe, cette dame évoluer sur un fil de funambule à 92 ans, avec un sourire qui parle, un sourire qui est jusque-là, une fierté de faire voir qu'à 92 ans, rien n'est impossible et on peut faire encore des choses. Les maisons de retraite, c'est des lieux de vie, on l'a entendu plusieurs fois tout à l'heure, c'est des lieux où il y a encore des choses qui se passent, c'est des lieux où il y a des projets qui se montent. Aujourd'hui, un projet, pour vous, c'est quoi ? C'est avancer dans la vie. En maison de retraite, une envie, un projet, c'est leur vie. C'est leur donner la possibilité de vivre, de se projeter vers l'avenir. C'est important. C'est important. Il faut leur apporter ce rôle, justement, où ils se sentent vivants. Il doit y avoir des petits moments aussi, parce que là, c'est vrai que cette expérience de fil de fer, moi, je ne sais même pas si je serais capable de le faire, d'ailleurs. Ça paraît quand même un peu extraordinaire. Il y a d'autres choses qui vous viendraient à l'esprit, là, sur ces petites choses qui font du quotidien quand on est au domicile, qu'on pourrait perdre en entrant en établissement. Vous m'avez déjà raconté des trucs là-dessus. C'est pour ça que j'insiste. C'est vrai qu'on essaye le plus possible de se rapprocher des envies des résidents. Et parfois, les envies, elles sont toutes simples. Les envies, c'est d'aller sur le marché, réaliser ses petites courses, acheter ses petits fruits pour le goûter, parce que là, on les choisit. Là, ils sont mûrs comme on les aime. Et puis, en rentrant du marché, il fait beau. On passe dans la rue principale.
Pourquoi ne pas s'arrêter à la terrasse d'un café? Pourquoi ne pas se prendre une petite mousse avant de rentrer et de profiter au chocolat, ce bien temps? sûr. La petite mousse et la petite bière, mais ne nous voilons pas la face. On a eu des envies comme ça. Pourquoi ne mettons pas encore ces envies? Pourquoi ne répondons-nous pas encore à ces envies alors que finalement elles sont si simples et si naturelles? Donc prenons le temps de les accompagner, prenons le temps de les écouter et essayons de s'approcher au plus près de leurs envies. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ouais, en fait, elle a plein d'exemples. Elle en a plein. Elle m'en a raconté plein d'autres encore. Mais on n'a pas 3 semaines, effectivement. On n'a pas 3 semaines. Je vais donc m'adresser à vous, Madame Travers. Vous êtes responsable du pôle prévention, autonomie, santé pour l'ADMR. Et ce qui est nouveau sur ce dispositif, c'est la notion de prévention. Et je retrouve un peu dans ce que vous m'avez expliqué, mais vous allez nous raconter comment est-ce qu'on peut vraiment recueillir les attentes et les besoins des personnes en prenant le temps. Donc, à la manière de Sylvie qui prend le temps d'aller écouter ce que les résidents veulent, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous faites et je pense qu'il est question aussi d'équipes pluridisciplinaires, dont on a déjà entendu parler et qui est si importante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce dispositif de prévention ? Oui, tout à fait. Donc effectivement, l'ADMR, donc service d'aide à domicile, donc sur l'axe plutôt maintien à domicile de tout type de public. C'est vrai qu'on est souvent connu et identifié sur la compensation de la perte d'autonomie, principalement sur les publics personnes âgées. Et effectivement, la loi d'adaptation de la société au vieillissement a introduit la notion de prévention de la perte d'autonomie. Et c'est vrai que quand effectivement cette loi est arrivée, on s'est assez rapidement questionné sur qu'est-ce qu'on pouvait mettre en œuvre et qu'est-ce qu'on pouvait proposer aux personnes qui sont à domicile, et parfois ceux qui sont la partie immergée de l'iceberg, ceux qu'on ne voit pas, dont on n'entend pas parler, les 80% où on se dit « oh, ça doit bien se passer », on n'entend pas parler. Et voilà, l'idée c'était d'aller au-devant de ces personnes et surtout de leur proposer un éclairage, mais effectivement, et une évaluation globale dans le champ de la prévention et sur les fragilités. Une évaluation globale. Est-ce que vous pouvez développer un peu ça ? Alors, on a plusieurs axes de réflexion au sein de ce pôle prévention. On en a défini plusieurs et puis on a la surprise d'en voir certains arriver qu'on n'avait pas forcément identifiés. Donc, on avait souhaité réfléchir dans un premier temps sur la problématique de l'isolement relationnel des personnes âgées qui sont à leur domicile. La problématique notamment, et je ne sais pas si vous avez entendu parler de la démarche Mona Lisa, qui est développée au niveau national. Il y a une coopération départementale sur le Calvados. Et on a 2 animatrices territoriales Mona Lisa qui, sur repérage de partenaires ou de nos services d'aide à domicile ADMR, vont pouvoir aller rencontrer des personnes âgées isolées, échanger avec elles sur leurs souhaits, sur les souhaits de recevoir de la visite individuelle, sur le fait de pouvoir sortir. Oui, mais si je sors, comment est-ce que je fais pour me déplacer ? Parce qu'aujourd'hui, ben voilà, moi je ne peux plus conduire. Ou alors c'était mon mari qui conduisait, mais mon mari, il n'est plus là. Donc l'idée, c'est que ces personnes, elles vont évaluer, elles vont travailler avec la personne sur ses souhaits et essayer de flécher vers les actions collectives qui sont déjà existantes, mais en lien avec les souhaits des personnes, ou aller sur de l'action individuelle de rupture de l'isolement et accompagner des équipes citoyennes et des équipes bénévoles, former aussi des bénévoles sur la visite de convivialité à domicile. Donc ça peut être des personnes retraitées, ces bénévoles. Tout à fait, ça peut être des personnes retraitées et on travaille aussi avec des jeunes en service civique, ce qui va faire le lien aussi avec l'intergénérationnel et la table ronde précédente. On essaye de mettre en place des binômes bénévoles et jeunes en service civique pour faire ces visites de convivialité. D'accord. Je vais revenir sur vous parliez d'équipes pluridisciplinaires et de globalité. Il y a d'autres professionnels dans vos équipes ? Alors, on a effectivement d'autres professionnels. On a des professionnels sur le maintien à domicile, le maintien de l'autonomie dans les actes de la vie quotidienne et sur la prévention des chutes. Donc, on a 2 ergothérapeutes qui vont faire de l'évaluation du domicile pour pouvoir proposer, préconiser la mise en place d'aides techniques qui peuvent faciliter la vie
et l'autonomie de la personne au quotidien. Ça va être effectivement des couverts adaptés pour pouvoir prendre son repas seul. Ça va être effectivement différentes aides au déplacement à l'intérieur comme à l'intérieur du domicile. Il y a vraiment un champ très important. Il faut savoir qu'en France, les aides techniques au domicile sont vraiment sous-utilisées par rapport à d'autres pays, les pays anglo-saxons notamment, où c'est vraiment une culture. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a un manque de ce côté-là. Donc l'idée, c'est d'aller évaluer, et on intervient du coup dans ce cadre sur la prévention des chutes également, pour voilà, retarder, entre guillemets, la perte d'autonomie et en tout cas favoriser le plus possible l'autonomie des personnes. Et un dernier point, du coup, si je me permets d'enchaîner, sur le côté pluridisciplinaire, on a une équipe de ce qu'on a appelé des facilitatrices de parcours de la personne âgée. Alors, c'est pas un métier, facilitatrice de parcours de la personne âgée. Ce sont des personnes qui ont un profil soit de travailleur social, et une de ces personnes a un profil infirmier. L'idée, là, c'est vraiment le repérage de la fragilité, mais pas forcément sur le volet sanitaire. On n'est pas dans le domaine de la santé. C'est pas notre cœur de métier, on ne va pas s'inventer médecin, mais plutôt sur toutes les fragilités qui vont entourer la personne, même parfois quand la perte d'autonomie est déjà compensée. Je pense à des fragilités notamment liées aux ruptures de parcours, un déménagement, le décès du mari, ce qu'on rencontre de plus en plus fréquemment, le décès d'un enfant, qui sont vraiment des étapes très importantes. Plus anecdotique, le décès d'un animal de compagnie. Alors, je dis anecdotique, je m'en excuse, mais pas pour des personnes âgées, exactement. Ça peut être aussi au moment de sortie d'hospitalisation. Éviter une sortie échec, faire en sorte de travailler avec les équipes, voilà, soit des SSR, soit des cliniques, soit des hôpitaux, pour faire en sorte que tout soit prêt pour réaccueillir la personne dans de bonnes conditions lorsqu'elle sort de l'hôpital. Est-ce qu'on a pu repasser faire un petit coup de ménage? Est-ce que le lit a été fait? Est-ce que le frigo, tout ce qui a été dans le réfrigérateur pendant 15 jours a été vidé et au moins remplacé à minima pour que quand elle arrive, la personne elle n'ouvre pas le réfrigérateur et il n'y a rien dedans? Alors tout ça, c'est effectivement valable sur des personnes qui sont plus isolées. On ne va pas remplacer la famille. Si la famille a ce rôle-là, bien évidemment, on va le valoriser. Mais le nombre de personnes qui ne sont pas dans ces situations-là, le nombre de personnes qui restent à l'hôpital 1, 2, 3 jours de plus, alors qu'il n'y a plus de soins, qu'elle pourrait rentrer chez elle, mais parce qu'il n'y a pas de relais à domicile, ben voilà, c'est ce qu'on essaye d'éviter. Il me vient une autre question. Rester acteur, je décide. Et si la personne en question, elle n'est pas d'accord, il se passe quoi? Alors, on est sur un service qui... on sollicite toujours la personne pour aller, bien évidemment, faire l'évaluation, et on va être sur de la préconisation. C'est-à-dire que non seulement la personne qui nous a sollicité, on va lui faire un compte-rendu de l'évaluation et de ce qu'on a préconisé, mais c'est la personne âgée elle-même qui le recevra en priorité. Voilà. Et donc voilà. Après, ça va être une discussion avec la famille, et voilà. Et qui dit préconisation ne dit pas forcément acceptation de la préconisation. Ça, c'est certain. Mais quand on fait le choix d'un maintien à domicile et quand on souhaite être acteur et décider de rester à son domicile, on arbitre forcément. Tout le monde, tout citoyen fait des choix tout au long de sa journée, de sa vie. Et faire le choix de rester à domicile et faire le choix d'accepter telle préconisation, de mettre en place telle aide ou de ne pas la mettre en place, c'est arbitrer un choix pour son futur maintien à domicile. Maintenant, effectivement, la logique de prévention, la logique d'anticipation, ça nous amène à penser à son vieillissement, ça nous amène à accepter le potentiel vieillissement. Et on sait bien que c'est une démarche psychologique qui peut prendre du temps. Ouais, je vous le confirme. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez évoqué du coup la perte d'autonomie comme un facteur d'entrée en établissement ou comme un facteur qui va faire changer éventuellement la décision dans les projets. Je vais m'adresser à vous, docteur Blanchère. Donc, vous avez été médecin pendant plus de 35 ans et vous travaillez aujourd'hui beaucoup dans l'innovation médicale, la e-santé, tout ce qui est de l'ordre de la télémédecine et j'en passe. Vous êtes très impliqué dans le projet Domoplay, directeur du projet Domoplay. Vous allez me corriger si je me trompe. Et donc, la question que j'avais envie de vous poser, c'était
En matière d'innovation, qu'est-ce qu'aujourd'hui dans nos organisations nous avons à disposition pour permettre le bien vieillir le plus longtemps possible au domicile, de prévenir en fait la dégradation du psychisme, la dégradation physique, en fait, de préserver l'autonomie. Est-ce que la e-santé, est-ce que vous pouvez nous parler de e-santé, s'il vous plaît, et de ce que ça peut permettre de conservation du pouvoir de décision? Oui, avec plaisir. Alors, la e-santé d'abord, qu'est-ce que c'est? Donc, j'ai trouvé une définition qui est de l'OMS. Ce sont les services du numérique au service du bien-être de la personne. Voilà, donc ça c'est une définition officielle. Alors j'ai essayé le sujet de la e-médecine est très vaste. On n'a pas 3 semaines. Et le temps est court. Alors j'ai essayé de balayer un petit peu ce domaine-là, en donnant à chaque fois quelques exemples simplement, c'est sûrement pas exhaustif, loin de là. Et on est toujours parti des besoins. Donc, par exemple, dans le maintien à domicile, c'est de se dire, mais comment peut-on faire en sorte que les gens aillent le plus tard possible en EHPAD? On n'y aille pas du tout si c'est possible. Et donc, il faut trouver des conditions intéressantes pour que les gens restent chez eux. Et peut-être que la solution est de créer un EHPAD hors les murs, un EHPAD à domicile. Donc 3 exemples que je vais citer, 3 besoins. On a remarqué en fait que l'isolement est très important pour les personnes âgées et il y a des solutions pour lutter contre cet isolement. Le premier, c'est de maintenir le contact avec son environnement familial, amical, et puis également avec l'environnement de l'endroit où ces personnes vivent. Un exemple que nous avons en ce moment qui se développe à Fleury-sur-Orne, c'est de voir comment les gens sont plus intéressés par ce qui se passe dans la commune plutôt que de voir ce que la Chine et les États-Unis font aujourd'hui. Donc on a utilisé donc, des applis qui se mettent sur les smartphones, sur les ordinateurs, sur les PC. Et ces applis utilisent des solutions très simples, comme le Skype par exemple, comme le transfert de photos qui est très très demandé par les personnes âgées, envoi de photos de leurs enfants, de leurs petits-enfants. La difficulté souvent, c'est que les appareils sont un petit peu délicats à manipuler et donc il faut simplement des solutions très simples pour que les personnes en voie de vieillissement puissent les utiliser facilement. La deuxième chose dans la lutte contre l'isolement, je vais être un petit peu provocateur, je suis très favorable aux robots compagnons. Alors certes, oui, j'entends déjà une réaction dans la salle, on peut se dire que c'est tout à fait en dehors du côté humain. Je dis non. J'ai vécu, comme bien d'autres, les expériences de l'EHPAD pour mes propres parents et beaux-parents. Et quand j'allais très souvent dans ces EHPAD, eh bien, je voyais des gens qui n'avaient jamais de visite. Et en fait, la difficulté pour elles, c'était de discuter. Et un robot compagnon, c'est quoi? Alors, on appelle ça, en fait, des chatbots. Et c'est simplement un ordinateur qui va avoir soit forme humanoïde, soit forme d'une peluche, et qui apprend ce que la personne qui est devant lui dit. Et il l'intègre et ensuite il est capable de poser des questions et de répondre. Tout simplement, on peut demander à ce robot de composer un numéro de téléphone, d'envoyer une photo, de mettre telle chaîne de télé quand on est un peu en difficulté pour la mobilité. Et puis autre chose, c'est-à-dire qu'on a une vraie discussion qui peut se faire. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que ça discute? Exactement. Grâce à l'intelligence artificielle, le robot sait quels sont vos besoins, quelles sont vos habitudes, et arrive à une discussion se met en place. Le deuxième élément dans le maintien à domicile qui est un vrai besoin pour les personnes âgées, c'est la sécurité, c'est la peur. Sécurité d'abord parce qu'en fait, les personnes ont peur d'être agressées chez elles par des démarcheurs, etc.
La deuxième peur, c'est la chute. Et on sait très bien que les personnes ont peur, surtout la nuit. Ma propre mère, quand elle est rentrée en EHPAD, était très heureuse de ne plus avoir peur, parce qu'elle était dans un milieu rassurant. Et on sait que les chutes se font surtout la nuit, et donc il y a des solutions qui existent, que je ne vais pas vous décrire, vous les connaissez mieux que moi. Le troisième élément pour le maintien à domicile, le troisième besoin, c'est la gestion des aides à domicile. Alors, c'est très intéressant parce qu'en fait, dans cette expérience qui se déroule depuis plus d'1 an maintenant, on se rend compte que les personnes âgées, quand elles sont chez elles ont besoin de leur liberté, elles ont besoin de sortir, elles ont besoin d'aller marcher avec leurs amis. Et si les aides arrivent toute la journée, c'est très délicat. Et les aides, c'est le médecin généraliste, c'est l'infirmière, c'est les aides à domicile, etc. Eh bien, un programme a été mis en place, par exemple, dans ce que nous faisons nous, qui permet de regrouper ces aides de façon à ce qu'elles aient un temps de liberté pour elles-mêmes. Je passe à mon petit deuxième chapitre, j'espère que je ne serai pas trop long, j'essaie de ne pas l'être. Ce sont les objets connectés. Alors c'est très à la mode, tout le monde parle d'objets connectés, on doit parler maintenant d'Internet des objets, parce qu'un objet connecté tout seul, ça n'a aucun intérêt, c'est tout le logiciel qui va avec, qui le permet de l'utiliser. Premier élément, pour des personnes à domicile ou en EHPAD, c'est sans doute de faciliter la relation avec leurs médecins, avec leurs infirmières, avec simplement une demande d'avis, et puis bien sûr de la télémédecine que je vais vous décrire un tout petit peu après. Le deuxième élément le plus intéressant, c'est de rendre le patient acteur de sa santé. C'est un mot que j'ai écrit dans mon texte, que j'ai entendu tout à l'heure, dans le film, etc. J'en suis ravi. Et il y a des domaines où vraiment les patients sont acteurs de leur santé. C'est la prise en charge des maladies chroniques. Et là, les patients connaissent souvent mieux leur maladie que leur médecin traitant. Parce qu'il y a une étude et une observation qui est quotidienne. Alors je citerai donc 3 domaines, mais il y en a d'autres. L'insuffisance respiratoire, donc avec l'asthme et puis l'insuffisance elle-même. Les maladies cardiaques, avec l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque. Et puis bien sûr le diabète. Eh bien toutes ces pathologies sont très bien connues par les patients qui prennent vraiment en main leur propre pathologie. Et puis, on ne peut pas ne pas parler de maladies neurodégénératives. J'ai lu quelque part qu'il y avait 900 000 personnes concernées par le sujet en France. C'est énorme. Vous vous rendez compte un peu le nombre? Et alors, je prends 2 exemples. Le premier, c'est la maladie d'Alzheimer, qui nous pose à tous de gros problèmes. Ce sont des gens qui ont besoin de marcher beaucoup. Mais ils se perdent. Si on leur laisse aller dans la ville, ils se perdent. Alors ne souriez pas, mais la géolocalisation nous permet de savoir où sont ces patients et de les récupérer. La deuxième aide qu'on peut avoir, c'est le Parkinson, par exemple, mais bien d'autres maladies que celle-ci. Se mettent en place maintenant des fauteuils connectés qui sont très très intéressants et qui permettent une grande liberté pour ces patients. Enfin, dernier point, et ce sera très rapide, je ne pouvais pas ne pas vous parler de télémédecine. La presse en parle tous les jours et sans arrêt depuis quelques mois. Et alors la télémédecine, il faut savoir que c'est quelque chose qui est essentiel, en particulier à une période où les médecins se font rares. Et dans des déserts médicaux, ça n'est pas la solution, mais c'est une aide, c'est une des solutions qui permet de nous aider tous. Il faut savoir qu'il y a 4 définitions dans cette télémédecine. La première, la plus simple à comprendre, c'est la téléconsultation, c'est-à-dire qu'on est comme dans une consultation physique, sauf que le médecin est devant un écran et le patient devant un écran et une caméra. Enfin, l'un et l'autre ont une caméra également. Et il faut se dire que ce côté n'est pas du tout déshumanisé, puisqu'en fait, on utilise très souvent maintenant en psychiatrie la télémédecine, et les patients jouent avec l'écran
et oublie complètement qu'il y a un écran. Les consultations se font très facilement. Donc là, c'est une consultation synchrone, soit patient directement avec un médecin généraliste quand il n'y en a plus dans le territoire, soit plus souvent, donc le patient avec un médecin spécialiste, le plus souvent accompagné, soit du médecin généraliste, soit d'une infirmière. La téléexpertise est très simple également, c'est une demande d'avis, soit sur un examen interprété, un électrocardiogramme, un électroencéphalogramme, ou un dossier qui est un peu compliqué. Là, c'est asynchrone, le patient ne participe pas, c'est son dossier qui est véhiculé, et ensuite, le médecin traitant revoit son patient avec les conclusions d'une équipe. La dernière solution, c'est la télésurveillance pour les maladies chroniques, je n'y reviens pas. Et enfin, la téléassistance, donc c'est la téléchirurgie, par exemple, qui a fait beaucoup de bruit il y a une vingtaine d'années, où le professeur Maresco opérait en étant à Boston un patient qui était à Strasbourg. C'était très amusant parce qu'en fait, à l'époque, c'était même un exploit parce qu'il y avait un temps de latence qu'il a fallu corriger. Alors maintenant, donc c'est des choses que moi, mon équipe pratique régulièrement pour le suivi des plaies, puisque vous avez cité le réseau de télémédecine que je gère depuis 7 ans. Et donc, des infirmières spécialisées vont accompagner une infirmière libérale, par exemple, à découper un petit peu les peaux mortes autour d'une plaie pour faire ce qu'on appelle un parage. Et pour des infirmières qui ne sont pas très habituées, on les forme à distance, et très rapidement, elle n'a plus besoin de nous. Hein. Mais vous voyez que voilà ce qu'est l'aide qu'on peut avoir. Voilà, je vous remercie. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est un accès facilité aux soins, et finalement, j'entends que vous parliez de psychiatrie, quel que soit le type de soins, même très spécialisés. Alors, oui, je parlais de désert. J'aurais pu citer comme désert un EHPAD. Alors, c'est pas du tout péjoratif, mais les personnes âgées en EHPAD sont privées d'une grande partie de la compétence médicale qui ne va pas jusqu'à eux, parce qu'en fait, il y a une grande difficulté à les mobiliser, à les transporter chez un médecin qui a des délais quelquefois de plusieurs mois. La télémédecine nous permet d'apporter cette compétence médicale où, quel que soit le lieu de vie des gens, et surtout pour ces gens en cours de vieillissement, en fait. Ouais, merci. Merci. Et je vais avoir une dernière question pour vous, Monsieur Reger. Vous êtes sociologue. Pardon ? Corrigez-moi, surtout. Paraît-il. C'est ça ? C'est bien ça ? Merci. Voilà, j'en perds mon latin. Voilà, vous êtes sociologue, c'est bien. Du coup, oui, la question que je voulais vous poser, c'est on parle de rester acteur, je décide, de s'adresser aux citoyens, aux gens, de quelque manière possible que ce soit, et les politiques publiques, en fait, ont développé tout un système de dispositifs qui permettent le recueil de l'avis. Moi, je voudrais bien avoir votre avis à vous, de sociologue, sur tous ces outils existants, puisqu'on en a déjà un peu parlé tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous en pensez, s'il vous plaît ? D'abord, je pense vous n'avez pas 3 semaines. On a jusqu'à midi, mais après-demain, je crois. D'abord, c'est une très bonne idée de faire porter une table ronde sur le thème de la décision, parce que décider, c'est quand même un élément fondateur de nos démocraties, de la République. On l'oublie un petit peu et on reconnaît à chacun le droit de pouvoir décider, et en premier lieu de sa vie. Et je vais peut-être commencer par montrer que, au-delà de l'intention, eh bien, les politiques publiques elles-mêmes, qui sont issues de la République, eh bien, parfois finissent par oublier un petit peu cet élément central. Je voudrais juste rappeler, mais je ne pars pas sur 3 heures d'enseignement, je vais juste rappeler que le rapport fondateur des politiques publiques du vieillissement moderne, c'est le rapport Larocque, qui ne parlait pas de maintien à domicile, 1962, dans une période d'ailleurs où la France était parsemée de kilomètres de dortoirs d'hospice, et qui parlait simplement de maintien dans le milieu de vie,
de maintien en bonne santé, notion d'autonomie, tout ça n'était pas encore des mots tout à fait à la mode, et qui parlait aussi de rendre possible le déménagement, donc pas le maintien. Je ne vois pas pourquoi une personne âgée est tout de suite maintenue. Elle peut aussi vivre dans une dynamique d'un parcours de vieillissement, et donc de déménagement dans un domicile qui lui soit propre et adapté jusqu'à la fin de ses jours. C'était la philosophie du rapport Larocque. Et petit à petit, eh bien, quand on passe de l'intention quasi philosophique à la traduction par l'administration, eh bien, il faut des outils d'évaluation. Et donc, cette intention non ségrégative, c'était un point très important du rapport Larocque, a été traduite pour pouvoir l'évaluer par un indicateur qui était, pendant le 6e plan, maintien à domicile. Alors bon, voilà, c'était intéressant, le maintien à domicile, et bien que le fait de pouvoir disposer d'un domicile jusqu'à la fin de ses jours, qui peut être contre, et le domicile, c'était extrêmement important. C'est tellement important que si chacun sort sa carte d'identité, eh bien on va avoir comme première information, eh bien le domicile où on habite. Et donc, même si je joue un peu avec les mots, parce que c'est plutôt une identification qu'une identité, mais malgré tout, le domicile est un facteur d'identité. Et d'ailleurs, dans la vie courante, quand on dit aux gens « Tiens, qu'est-ce que tu fais ?» Eh bien, quand on est à l'école, les enfants, ils disent « Je suis à l'école » ou « Je suis… » etc. Après, ils disent « Je suis dans telle entreprise ». Et puis après, ils disent, quand ils ne sont plus dans une entreprise, ils disent « Je suis de tel quartier, de tel village ». Et donc, la référence territoriale est importante. Et puis, évidemment, au cours du 6e plan, on s'est aperçu qu'on n'y arrivait pas. Le maintien à domicile était impossible. Et donc, dans ces cas-là, était impossible, était constaté, jugé impossible. Et donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a comme solution? Soit on casse le thermomètre, soit on change de politique publique. Et alors là, on a inventé, pendant le 7e plan, la notion de maintien à domicile le plus longtemps possible. Moi, je suis né à cette époque-là, né professionnellement à cette époque-là, et tout le monde a applaudi des cas de fer. On était quelques résistants. On ne savait pas très bien, mais on ne le sentait pas. Et on a inventé, nous de notre côté, quelques-uns, maintien à domicile le plus souvent possible. Et puis tout le monde a applaudi des cas de fer en disant c'est comme Coluche qui lave plus blanc que blanc. Eh bien, maintien à domicile le plus longtemps possible, c'est encore plus que maintien à domicile. Et moi, au bout de quelques années, en essayant de réfléchir à ça, parce que ça ne vient pas comme ça spontanément, j'ai dit c'est exactement le contraire. Parce que maintien à domicile suppose, y compris quand on peut déménager, eh bien suppose qu'on a le droit à un domicile jusqu'à la fin de ses jours, alors que nos politiques actuelles de maintien à domicile le plus longtemps possible, eh bien supposent qu'une fois qu'on a défini que ce n'est plus possible, on n'a plus le droit à un domicile, le droit. C'est-à-dire que nous sommes dans une société qui dénie le droit à un domicile, à disposer d'un domicile jusqu'à la fin de ses jours, à travers cette sémantique de maintien à domicile le plus longtemps possible. Alors, ça a une conséquence très précise sur notre thème de la décision. C'est que lorsque on s'y prend de bonne heure, et beaucoup de gens y pensent, tiens, quand je serai vieux. Alors après, il y a des étapes dans la vie. On y pense plus facilement quand on a 60 ans que quand on a 20 ans. Tiens, quand je serai vieux, est-ce que je peux vivre dans le quartier? Est-ce que je ne vais pas retourner au pays, dans ma Bretagne natale? Est-ce que je ne vais pas, etc. Enfin, on se pose des questions sur son parcours résidentiel. Mais quand une personne dit, eh bien, tiens, aujourd'hui, il fait beau, c'est bien, mais on arrive dans l'hiver, mon mari est décédé il y a 3 mois, il y a 3 ans, peut-être qu'il faudrait que je pense à rentrer dans un EHPAD. Que disent beaucoup de professionnels? Et que disent les familles? Les familles, en premier lieu, c'est un peu panique à bord. Non, non, n'y pense pas, non, tu sais, il fait beau aujourd'hui, t'en fais pas, puis tu sais, on est là. Que disent les professionnels que j'écoutais quand j'étais responsable d'un service d'aide à domicile? Eh bien, ils disent non, vous en faites pas, n'y pensez pas. Puis on remonte le moral comme ça un petit peu. Alors que justement, pour décider, il faut décider
en étant éclairé par la décision, il faut décider en ayant été écouté. Et la bonne réponse est sans doute la suivante. Oui, madame, qu'est-ce que vous envisagez ? C'est dur de le dire quand on est un enfant, parce que ça renvoie à un enfant de 60 ans, parce que ça renvoie à sa propre situation. Mais le rôle du professionnel, c'est effectivement d'entendre cette réponse. La personne, elle est un petit peu quand même en inquiétude, un petit peu quand même en souffrance, en disant « qu'est-ce que je vais devenir ?» Et si on met un chapeau là-dessus, un couvercle là-dessus, et qu'on n'y touche plus, on manque un peu de respect à la personne, comme quand on dit au mourant qu'on sait très bien qu'il va mourir dans la nuit, « non, non, t'en fais pas, on va se voir demain ». Eh bien, c'est beaucoup mieux d'écouter, ce qui n'empêche pas à la fin de la conversation, d'une part, d'enregistrer son désir, mais sa décision, éventuellement, mais ce qui n'empêche pas à la conversation de dire « ah, bon, vous avez vu comme il fait beau, bon, puis l'hiver va passer, etc. » Enfin bon, évidemment, de ne pas laisser la personne dans la misère. Alors, la question centrale, effectivement, c'est qui décide ? Or, aujourd'hui, que des gens disent « je veux rentrer le plus tard possible dans un EHPAD » ou en USLD pour ceux qui restent encore. Vous savez, on dit qu'il y a de plus en plus de personnes âgées, mais quand on regarde l'évolution de la capacité d'hébergement en USLD divisée par 14 en l'espace de 11 ans, on se dit, tiens, c'est qu'il n'y a plus de personnes âgées. Donc ça pose aussi question. Bref, ce qui est contestable par rapport à ce que je dis, c'est pas que des gens disent « je veux rentrer dans un établissement le plus tard possible ». Ce qui est contestable, c'est que ça soit un modèle unique de parcours de vie. De quoi je me mêle ? Est-ce que c'est à l'État ou au département ou à qui que ce soit de dire voilà le bon modèle unique de comportement pour tout le monde, maintien à domicile le plus longtemps possible ? Peut-être que la bonne solution, c'est de dire on respecte cet avis-là, mais on respecte aussi un autre avis qui est, si vous voulez, si vous le décidez comme ça, je veux rentrer pas trop tard, quand il est encore temps et que je peux encore m'adapter et agir sur moi pour m'adapter, mais aussi agir sur mon environnement pour adapter mon environnement à moi. C'est aussi dans ces termes-là que les questions se posent. Et là, eh bien, effectivement, il a été dit ce matin à plusieurs reprises, toutes les personnes sont uniques, évidemment, déjà d'un point de vue biologique, notre petit doigt, il est unique puisque la police s'en sert pour nous identifier. Notre ADN, il est unique, nous sommes uniques. Non seulement dans la salle, non seulement aujourd'hui, nous sommes